Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Question Directe. Notre invité ce soir, Fred Reynaud, directeur du CAGI. Bonsoir. Bonsoir. On va évoquer l'actualité et politique. On va parler du département. Il y a 72 ans, c'était en 1946, le 19 mars précisément, était créé le département. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Est-ce que le département a encore sa place? Alors, il y a 72 ans, effectivement, que nous sommes départementalisés. Ouais. Mais c'est vrai que quand on prend la date 46, qui est la départementalisation outre-mer, il faut bien préciser, et entre 46 et 82, on a eu de la départementalisation sans région, puisque la région était créée en 82. Donc on peut dire qu'on a une première étape, qui était une étape de départementalisation et d'assemblée unique finalement, parce qu'il y avait le conseil général, il y avait le département, donc une collectivité unique, une assemblée unique, on n'en est pas mort. Alors aujourd'hui, la question est posée. Que faut-il faire de ce département? Faut-il le supprimer? Faut-il le supprimer? C'est la vraie question. Alors la question, en fait, elle n'est pas propre à l'outre-mer, parce qu'elle est posée également en France. Le président Macron, par exemple, dans le cadre hexagonal, envisage qu'on remplace les départements par des métropoles. Alors ici, la question se pose autrement. La question pour nous est de savoir si le fait d'avoir un département et une région, c'est pas problématique. Parce que vous savez qu'en France, la région, c'est plusieurs départements. En Guadeloupe, la région et le département, c'est sur le même territoire. Mais qu'est-ce qui a fait plus de bien ou de mal à notre région? La décentralisation ou la départementalisation? Alors je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux. Je pense que la départementalisation, c'était une première étape qui était liée à une demande d'égalité sociale. Donc de ce point de vue-là, même, je veux dire, les plus contestataires ont reconnu les avantages de la départementalisation sur le plan de l'égalité sociale. Alors maintenant, la décentralisation, c'est une démarche, à mon avis, plus politico-administrative. La première était sociale. Plus de pouvoir un peu aux politiques. C'est ça, donc c'est le transfert carrément de l'exécutif local, du préfet à un élu. C'est déjà politique, c'est déjà politique. Et ça, de ce point de vue-là, c'est un avantage, c'est clair, parce que c'est une vraie révolution. La France, c'est un pays centralisé. Et d'ailleurs, même quand on parle de décentralisation aujourd'hui, il y a des réflexes centralisateurs. Donc la prochaine étape, elle est inéluctable, c'est l'Assemblée unique. Ça dépend des options, ça dépend des options. Disons que quand on fait le bilan, on est en mesure de se poser la question. Finalement, qu'est-ce qui est mieux pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est de rester dans la départementalisation ou la région monodépartementale ou changer de statut? Je vous pose la question. Alors, je réponds. À mon avis, quand on fait le bilan, on se rend compte que pour plusieurs raisons, la collectivité unique est une nécessité. Autrement dit, le changement statutaire est nécessaire. Parce que, bon, à l'usage, on a vu que la région et le département ont des compétences, des pouvoirs qui s'enlacent en fait, qui s'enchevêtrent. Il y a plusieurs exemples en matière de cofinancement de travaux ou d'opérations sur le plan économique, sur le plan culturel, ça s'enchevêtre. Alors bien sûr, le département, on est attaché au département parce que c'est la solidarité, c'est l'action sociale. La région, c'est la collectivité qui s'occupe de la développement économique. Tout à fait. Alors maintenant, il faut savoir que une région départementale, ou une départementale, c'est 2 fois plus d'élus, c'est du gaspillage. 2 fois plus de gaspillage, effectivement. Et quand on ajoute toutes les autres collectivités qui existent aux structures, on a les communes, le département, bien sûr, la région, les communautés d'agglo, l'État, l'Europe, ça fait beaucoup. Ça fait 6 niveaux. Mais pourtant, Fred Reynaud, on a le sentiment que dans le débat politique, les élus ont mis ce débat de côté. Mais c'est ce que je le constate avec vous. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront peut-être pas le choix de se poser la question au moins. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons de se la poser. Non seulement le bilan n'est pas nécessairement positif, on a bien vu qu'avec ces 2 collectivités, ça n'a pas... Les résultats ne sont pas plus intéressants. Les gros dossiers n'avancent pas, ne sont pas forcément réglés. Déjà, mais en plus, je veux dire que, indépendamment de notre volonté, il y a en France une volonté centrale de modifier les choses. Et là, on n'a pas le choix. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir qu'aujourd'hui, les pro-départements sont en train de changer. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des élus du Parti socialiste qui ont pris une initiative, pas vraiment une initiative, en tout cas, ils envisagent une révision de la Constitution et dans leurs propositions, ils envisagent
que l'on mette en place une collectivité unique ou une assemblée unique. Avec à leur tête ces élus, Victor Olival. Alors, ça, je ne sais pas qui sera à la tête. En tout cas, ce que je peux vous dire. Ceux qui ont justement signé cette. Ah oui, bien sûr, il y avait 4 élus, dont Victor Olival et Madame Borel-Siater. Alors, madame, je veux quand même signaler que la démarche de ce groupe est quand même assez curieuse. Hein. Je le signale au passage. Parce qu'en fait, la proposition qui est faite, c'est que l'on envisage un éventuel changement, mais à partir d'une consultation des élus et pas du peuple. C'est-à-dire, l'idée pour eux, c'est qu'on puisse avoir, certes, le peuple qui peut voter pour changer le système, mais qu'on envisage également la possibilité que les représentants du peuple puissent le faire à la place du peuple. Mais cette volonté dont vous faisiez allusion, cette volonté politique de changer les choses au plan national, cette volonté vient d'Emmanuel Macron, de cet homme qui a cassé déjà les codes, justement, un peu partout en France. Alors, il a cassé les codes, il a cassé le système, l'axe gauche-droite, il a cassé plein de choses. C'est une démarche très libérale, Macron. Il me semble que pour lui, le département date aussi. Que par conséquent, même pour, je veux dire... Mais peut-il réussir, justement, en cassant les codes est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il a de l'avenir en créant ça? Peut-il réussir? Ce qu'on sait, c'est que les parlementaires, aujourd'hui, n'ont pas une très forte légitimité de l'opinion publique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Macron est en train de présidentialiser le système. Réduire le nombre de parlementaires. Par exemple, contrôler le droit d'amendement. Bon, il y a une série de choses qui montrent que Macron est en train de présidentialiser le système. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'opinion publique, il a quand même si sa cote diminue, il a encore la cote. Je veux dire que pour le moment, ces réformes sont acceptées, en tout cas, elles sont plutôt acceptées avec le sentiment qu'avant, ce n'était pas mieux. Donc, aujourd'hui, ça ne peut pas être pire. Parce qu'il a aussi cette chance de ne pas avoir d'élection avant 2020. Donc, il peut travailler plus facilement. Bien sûr. Faire passer ses réformes plus facilement. Tout à fait. Il y a le fait qu'il n'y a pas d'élection et que les élections qu'il a aujourd'hui sont plutôt défavorables. Mais il n'empêche que, pour le moment, la France a envie de réformes. Et voit dans Macron celui qui peut les faire, ces réformes. Alors, on ne sait pas quel résultat ça donnera au bout du compte, mais il n'empêche que ce vent de réforme rapide de Macron est plutôt perçu positivement pour le moment. Localement, vous avez le sentiment que le changement d'avenir, ça y est, c'est en marche Je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement quand on parle du changement d'avenir, mais ce que je sais, localement, il y a... Est-ce que vous ressentez cette impulsion donnée par Richard Luce depuis qu'il est à la tête de la région? C'est ça la question. D'abord, avant de parler de Chaluce... On peut parler 2 minutes. Alors, Chaluce, je ne vais pas parler de Chaluce, je ne pense pas qu'il y a une perspective qui a été offerte par Chaluce. Notamment, tout ce qui relève de la croissance bleue, de la croissance verte. Et sur ce plan-là, c'est vrai qu'il y a une attente, peut-être qui n'est pas encore suffisamment perceptible. Mais il n'empêche qu'il y a... Chaluce, c'est quelqu'un qui est très volontaire, ça se voit. C'est quelqu'un du peuple aussi, qui est apprécié pour ses qualités. Donc, dire que changer d'avenir aurait réussi, c'est aller trop vite en besoin. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais il n'empêche qu'il est sur des chantiers qui sont plutôt bien perçus par la population. Donc, il faut attendre les résultats. Je ne crois pas qu'on puisse dire que, pour le moment, changer d'avenir nous a ouvert vraiment les portes du paradis. Parfait. Donc, on fera le point dans quelques mois, dans quelques années, d'ici là. Merci, Fouad Guénaud, d'être venu ce soir pour décrypter l'actualité politique, en commençant par faire de l'historique, en parlant de la départementalisation. Merci d'être venu, directeur du CAGI, Fouad Guénaud. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur ATV. À demain. L'info continue.